David est un garçon formidable qui est né en 1969, pas n'importe où, à Vannes. Vannes, c'est génial. En plus, maintenant, Vannes, c'est une terre de rugby. Donc avant, les Bretons étaient sympas, ils sont toujours sympas, et maintenant, ils jouent vraiment très bien au rugby. Donc tant mieux, et la région est vraiment très belle. Ensuite, tu passes du côté de l'ESG, voilà, après un billet d'HEC. Et puis, ton premier job, tu es au sein de la SAGEM. SAGEM, et là, tu as un vrai métier. Tu es vendeur de fax et de téléphone mobile à l'époque. À une époque, c'était la nouvelle technologie, le fax. Ouais. Et puis après, c'était le début du téléphone portable, mais c'était effectivement déjà une nouvelle technologie. Et après, donc, Begiflor, c'était une belle aventure aussi? C'est du conseil informatique. Pendant 11 ans, c'est la création d'une entreprise et puis son développement. Et une belle aventure. Ouais. Et après, tu vas devenir entrepreneur. Alors, tu vas racheter, c'est en 2012, c'est ça, une société qui s'appelle Stimulus, et donc pas un stimuli, c'est Stimuli. Et donc là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que quand on est peinard, on gagne bien sa vie, on est salarié, pourquoi on s'emmerde à prendre des risques en rachetant une boîte? Quand tu es salarié, au pire, tu te fais virer, un beau contrat, une rupture conventionnelle, au pire, tu vas au prud'homme et tu as plein de pognon en te faisant virer tous les 3 ans. Pourquoi prendre des risques? Alors, quand je commençais à critiquer mon patron, j'avais le sentiment que je pouvais être meilleur que lui, à la différence que lui, il avait une fois dans sa vie pris un risque, c'était celui de monter une boîte. Donc moi, j'ai voulu prendre ce risque-là. Je n'avais pas d'idée particulière, j'avais quelques talents, mais pas d'idée particulière. Et donc, je me suis mis dans la quête de reprise d'entreprise. Et c'est là que mon chemin a croisé celui d'un psychiatre, Patrick Légeron, qui a été le premier en France à s'intéresser au stress au travail. C'est un expert extraordinaire, un manager médiocre, très lucide. Il le sait ou pas? Très lucide, oui. Très lucide. Et donc, il a fait une aventure formidable. Et il voulait un manager et un entrepreneur pour reprendre son entreprise et la pérenniser. Et entre l'expert qu'il est et le manager que je suis, eh ben, on a fait un attelage pour créer une belle aventure. Et alors, comment tu as fait pour financer ton premier achat? Parce qu'il faut un peu de sous, quoi. Tu as hérité, tu es riche, t'es quoi? Non, j'avais aucun patrimoine, j'avais simplement beaucoup d'envie. Et puis de l'argent, il y a des banquiers qui en ont, il y a des investisseurs qui en ont. Donc quand un projet est bon, en général, on arrive à trouver des sous. Alors aujourd'hui, donc le nom du groupe, c'est Human and Work. Voilà. Donc c'est autour de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 250 collaborateurs et 3 grandes lignes de métiers que tu vas nous rappeler, David. Alors le métier principal, alors, on a choisi un modèle qui est un modèle d'expertise. Ça veut dire que notre métier, c'est d'aider des entreprises à prendre soin des gens, prendre soin des organisations. Et on a créé des boutiques spécialisées. Donc la santé mentale, c'est évidemment le principal métier avec une marque qui s'appelle Stimulus. La diversité et l'inclusion, avec une boutique qui s'appelle Équilibre. Les transitions de carrière, avec une marque qui s'appelle Next Move. Et le leadership, avec une marque qui s'appelle Talentis. Voilà. On est présent aujourd'hui donc en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Et dans un métier où la plupart des acteurs sont locaux ou américains, nous, on a fait le choix, ou le pari, de bâtir finalement le leader européen de l'humain au travail. C'est ça le projet. Et alors, tu as racheté, donc tu as grandi par croissance interne, externe également, donc tu as racheté pas mal de boîtes. Comment on fait pour ne pas se planter quand on achète une boîte? Alors déjà, il faut de la chance. Bon, c'est important. Il faut de la chance. Il faut ensuite que le projet qu'on porte intéresse autant les gens qui nous rejoignent que nous, on est intéressés par l'entreprise qu'on rachète. Ensuite, on a une raison d'être qui, je crois, intéresse notre écosystème. On veut construire ensemble un monde du travail inclusif, responsable et serein. Et ça attire des entrepreneurs qui pensent qu'avec nous, ils seront plus heureux que sans nous. Parce que certains veulent valoriser leurs affaires, d'autres se disent qu'avec nous, ils auront un accès à des marchés qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Voilà, donc finalement, on accueille dans le projet des gens passionnés, des experts, des entrepreneurs de l'humain au travail. L'entreprise donc se développe en France, on a bien vu l'international, tu vas continuer à y aller ou pour l'instant l'idée c'est quoi? C'est d'être présent vraiment partout en Europe, un vrai leader européen que tu es déjà de fait, mais tu n'es pas présent dans tous les pays, quoi. Il nous manque, alors si on enlève la Russie, c'est quand même pas très à la mode en ce moment, et l'Angleterre où c'est pas très facile en ce moment, les étapes d'après, c'est des pays comme les Pays-Bas, comme la Pologne, qui sont des grands pays. En tout cas aujourd'hui on est présent dans les 4 premières économies européennes, avec des positions fortes sur des métiers qui sont importants, qui sont sympas pour les entreprises, et puis surtout on est sur des métiers où l'entreprise ne sait pas faire. C'est-à-dire, on parle des émotions, on parle de ce qu'on a à la fois dans le cerveau, et puis aussi on parle d'organisation du travail, de management, de comportement professionnel. Et donc, c'est des expertises nouvelles dans le monde du travail. 250 collaborateurs, tu arrives à trouver des gens, des talents, comme on dit poliment, qui soient sympas, motivés, pas trop chers et fidèles? C'est dur. C'est le challenge principal de notre projet.
Parce qu'en plus, on embauche beaucoup de psychologues, de sociologues, Oula. d'ergonomes. Comment ça fait le management du psychologue? Ça se passe comment là? Déjà, ce sont des gens qui n'ont pas de problème de motivation, parce que quand ils se lèvent le matin, ils savent pourquoi ils se lèvent. L'enjeu, c'est plutôt simplement de les faire travailler, de développer aussi un esprit entrepreneurial. La plupart sont associés dans le projet. D'accord. Donc c'est un point qui est important, et on a essayé de développer à la fois une aventure d'entreprise avec des profils qui en général sont loin du monde de l'entreprise. Ouais. C'est des gens qui sont plutôt dans le monde des soft skills, des sciences molles. Voilà. Alors, le capital de la boîte, qui sont les actionnaires et quel choix tu as fait? Parce que parfois, on y a deux possibilités, des fonds d'investissement ou la bourse, il y a d'autres financements alternatifs. Comment tu t'es organisé? Alors, nous, on fonctionne par cycle. On est au 4e ou 5e LBO. À chaque fois, c'est le même système. On va demander à nos banquiers de nous prêter des sous. Gentils banquiers. Gentils banquiers. Ensuite, on va demander à des investisseurs qui croient à notre projet de nous soutenir. Et puis enfin, on va demander à tous les salariés qui veulent participer au projet de monter dans le projet. Donc aujourd'hui, on a 80 associés dans le groupe, qui sont tous actionnaires de l'entreprise. On a 72% du capital. Et à chaque fois, on essaie d'améliorer les choses. Avec des partenaires qui sont bien chez nous, je crois aussi, et qui pour l'instant, en tout cas, de cycle en cycle, nous aident. Et pourquoi tu n'es pas allé en bourse? D'abord parce qu'on est un peu petit pour la bourse, oui. et puis ensuite parce que c'est quand même beaucoup de soucis. Et je pense qu'on est très très bien dans l'organisation qu'on a aujourd'hui, avec à la fois des gens qui créent de la valeur dans l'entreprise parce qu'ils y travaillent, et des investisseurs proches de nous qui cherchent à avoir un impact positif, financier évidemment, mais aussi social et environnemental. Alors David, tu es l'homme parfait, tu es membre du Wine Business, tu passes à la radio sur ETI Radio, tu diriges également une ETI. Parfois on a des patrons d'ETI qui se disent, bon allez, il n'y en a que pour Fred Mazella, des startups et compagnie, eux ils font juste lever du pognon, nous on fait vraiment travailler avec nos 5500 groupes en France, en se disant personne ne parle de nous, on ne nous aime pas, alors que quelque part, la vraie vie, en tout cas une partie de la vraie vie, c'est nous. T'en penses quoi? Déjà, Fred Mazella, c'est un exemple. C'est quand même un fondateur incroyable. Un mec qui le pinard et la bouffe, c'est un mec bien, forcément. Voilà, donc c'est super. Ensuite, c'est formidable qu'on ait en France un écosystème entrepreneurial qui se développe, qui se finance et qui voilà. Ensuite, le monde des ETI, c'est un monde très pérenne, très profitable, et puis finalement avec un impact local très fort. Donc sur chacun de nos marchés, on est aujourd'hui, je pense, utile aux DRH pour prendre soin des gens, utile aux dirigeants qui ont besoin. Souvent, on me dit ce qui fait mal dormir un dirigeant, c'est soit le cash, soit les bonhommes. Bon, nous, il y a d'autres choses, mais oui. Mais on les aide finalement à prendre soin des gens et bien manager leur entreprise. Ouais. Et aujourd'hui, donc, le développement de la société, est-ce qu'on dit souvent que les Allemands travaillent entre Allemands, les Anglo-Saxons entre Anglo-Saxons, que les Français passaient entre eux. Cette préférence nationale, ce réseau à la française, il n'existe pas, il faudrait le pousser, il faudrait créer un monsieur réseau franco-français. C'est qu'aujourd'hui, les Américains, quand ils vont à la conquête du monde, ils partent dans leur valise avec des Américains. Et les leaders européens, quand ils partent à la conquête du monde, on aimerait bien qu'ils partent avec nous. Ouais. C'est ça le challenge finalement. Quand LVMH, Sanofi, BASF, Luxottica partent à la conquête du monde, qu'ils partent avec Human & Work et on sera très contents. Et ça, ils le font pas assez. En tout cas, c'est pas le réflexe. Ouais. C'est pas le réflexe. Bon, alors c'est vrai que quand même, quand tu vois que beaucoup de policiers français roulent en Ford à Paris, il y a quand même très peu de Renault à New York. Alors, sur l'organisation de ta société, tu as fait plein de petits centres de profit, tout le monde est associé, tout le monde est motivé, parce que plus on grossit, moins on est agile parfois. Alors oui, déjà on est encore, c'est un bon début, oui, disons. C'est un bon début, mais pour l'instant c'est que le début de l'histoire. Donc non, on a créé un modèle qui est un modèle duplicable, qu'on peut développer non pas à l'infini, mais en tout cas de manière assez importante. Aussi bien au niveau géographique, aussi bien avec de nouvelles expertises, ou pour consolider des marchés qui peuvent arriver. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est pas devenu une grosse machine, on reste une boîte sympa, fraîche, agile et dynamique. Elle est agile, dynamique, notamment sur l'eau, et notamment à l'occasion de la route du Rhum. Ah oui. Alors là, vous avez tous suivi la route du Rhum. Je vous invite à suivre un bateau. C'est le bateau numéro 30. Médecin du monde. Il est skippé par une navigatrice formidable, Morgane Urso-Poupon, une femme de valeur, une femme de courage, qui
elle a le plus vieux bateau de la flotte. Donc Oui. elle a évidemment aucune chance de gagner. 1812, hein, de 2007. Elle a un talent incroyable et elle nous a choisis parce qu'elle souhaite avoir des partenaires en cohérence par rapport à ses valeurs. Alors moi, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux ou sur la route du Rhum. Elle arrivera probablement d'ici 10 jours ou 2 semaines. Elle est absolument incroyable. Et elle a donné une énergie à nos équipes par son exemplarité. C'est absolument formidable. Bon, on va voir si tu es un patron qui travaille beaucoup. T'es quel handicap au golf? Je suis 21. Bon, ça va, tu bosses. Alors, triathlon, ton meilleur et ton pire souvenir de triathlon? Le pire, c'est quand on finit pas un triathlon. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. On s'entraîne pas mal. Et l'entraînement pour celui qui finit pas, ou l'entraînement pour celui qui finit, c'est souvent le même. Ouais. Ouais. Alors, avant les questions spontanées, donc Fred Mazella pour la première, Édouard de Vidésim pour la deuxième, et puis Vincent Nakache. Vincent Nakache pour la troisième. Imagine, toi, demain, ça y est, tu changes de vie. Aller dans une belle région qui s'appelle la Bretagne, planter des vignes, planter de la vigne. C'est un truc qui serait imaginable ou pas? Alors, c'est pas un projet, c'est plutôt une idée qu'un projet. Il se trouve que depuis la loi littorale, vous avez tout autour du golfe du Morbihan des surfaces immenses qui sont en jachère et qui aujourd'hui pourraient permettre de faire pousser de la vigne. Voilà. Donc c'est des projets compliqués, c'est un projet de longue haleine, mais ça pourrait être un projet. Non, sachant qu'il y a déjà d'excellents vins en Normandie, notamment à 40 km de Deauville, les Arpents du Soleil, et le rouge est vraiment excellent. Le blanc, il faut l'oublier, mais le rouge est excellent. Question, Fred? Oui, bonsoir à tous. Donc déjà, je voudrais vous remercier pour nous avoir rappelé que soft skills en anglais, qui sonne très très bien, en français, ça fait compétences molles. Et c'est quand même assez dur comme constat. Absolument. C'est pas pareil. Ils sont bons les anglo-saxons. Bellota, pour le jambon, c'est glang, c'est pas terrible non plus. Hein, Ouais. ouais. Donc voilà, ça nous rappelle, voilà. Et ma question, c'est plus autour de ce qu'on appelle poliment aussi. Alors du coup, ça a un nom aussi en anglais qui s'appelle le PMI, la Post-Merger Integration, quand on fait justement un rachat de société et que, eh bien, on doit gérer les cultures différentes, les ambitions différentes aussi des différents groupes de personnes, puisqu'il y a la boîte qui rachète et la boîte qui est rachetée. Quels sont les apprentissages, les learnings sur justement ce genre d'intégration pour que ça se passe au mieux? Qu'est-ce que tu as vu qui marche bien, quoi? On a essayé d'être explicite sur ce qui est de l'ordre de la marque et ce qui est de l'ordre du projet groupe. La raison d'être, c'est le groupe. Les valeurs, c'est le groupe. La culture, c'est le groupe. Les fonctions support, c'est le groupe. Mais en revanche, tout ce qui touche à l'expertise, tout ce qui touche à l'expérience client, tout ce qui touche finalement aux raisons pour lesquelles un client nous appelle, c'est dans les sociétés qui nous rejoignent. Ça veut dire finalement qu'on propose à nos nouveaux camarades de jeu de garder le même métier, mais de participer à un projet finalement qui nous dépasse tous et qui est beaucoup plus ambitieux. Alors effectivement, quand un entrepreneur rejoint notre groupe, il lâche un petit peu de son pouvoir, puisque avant il avait beaucoup de pouvoir, mais finalement il y a une partie qui est une sorte de pouvoir partagé. En général, il aime ce qu'il fait, ça il continue à le faire, il le fait bien. En revanche, il participe à un autre projet dans lequel il a un rôle éminent. Voilà. Vincent Nakache, on est content de retrouver ici à bord du One Business, le patron Europe de Glory. Oui, donc merci beaucoup Alain. J'ai essayé de me cacher pour éviter de poser la question. Ouais, c'est super, c'est réussi. La question est excellente, elle a été posée juste avant. Moi aussi, j'ai eu la chance de faire LBO, MBO. Maintenant, aujourd'hui, on entend parler beaucoup aux États-Unis du Great Resignation. Ça devient un marché d'employés, non plus d'employeurs. Aujourd'hui, les salariés nous demandent du remote working, du télétravail. Comment vous vivez ça et comment vous attirez encore les gens ? Quels que soient les sujets qui préoccupent la société, on voit bien que la question de la prise en compte par les dirigeants et par les DRH du fait humain, enfin du management des femmes et des hommes, c'est un sujet qui est essentiel. Alors, il y a des fois où on est sur des problématiques d'attractivité, dans tous les cas. On est beaucoup sur des sujets d'engagement, on est sur des sujets réglementaires. Mais en tout cas, quelles que soient les raisons pour lesquelles finalement on nous appelle, l'important c'est qu'on fasse du bon boulot. Alors maintenant, là où il y a un sujet qui est particulièrement important aujourd'hui, il y a deux thèmes qui sont importants. On a fait un baromètre qui ressort la question de l'engagement et la question de l'inclusion. Sur la question de l'engagement, objectivement, on observe qu'en Europe, les entreprises sont inquiètes du désengagement des salariés.
Et parce qu'effectivement, alors peu importe, certains vont appeler ça la grande démission pour les uns, pour les autres le quiet quitting, enfin peu importe les phénomènes entre guillemets de mode, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une distance qui s'est créée entre les employés et le travail en général, leur entreprise en particulier. Et ça, c'est un problème qu'il faut traiter. Donc on parle de question du sens. Pourquoi je me lève le matin? Est-ce que je participe à un projet enthousiasmant ou pas? Il y a la question des conditions de travail, y compris des rémunérations. Et il y a la question aussi du lien social. C'est-à-dire, est-ce que finalement l'entreprise me propose un cadre social dans lequel je m'éclate? Ça, c'est un sujet qui est très important. Et puis enfin, il y a un sujet qui est aussi l'exemplarité. C'est-à-dire beaucoup de salariés veulent que le monde du travail incarne leurs valeurs. Et la question de l'inclusion, là, elle devient essentielle. C'est-à-dire que c'est à la fois accueillir une diversité et faire bosser ensemble des gens qui peuvent être différents. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un défi qu'on doit relever ensemble avec tous les entrepreneurs, parce qu'on ne peut pas passer d'avoir une entreprise avec des salariés démotivés. Karine, tu as une question peut-être avant la question d'Edouard? Quelle proportion faut-il dans une entreprise telle que la vôtre entre le monde du salariat et le monde du non-salariat? Alors, tous les modèles existent. Et plus ça ira, plus on aura des modèles hybrides, finalement, entre des gens qui sont salariés chez nous, qui sont des salariés en CDI, donc ils sont 255 aujourd'hui, et une communauté de milliers de personnes qui travaillent pour le groupe. C'est le cas de psychologues, c'est le cas de coachs, c'est le cas de formateurs, c'est le cas, et c'est valable dans tous les pays. Donc aujourd'hui, il y a de la place à peu près pour tous les modèles, à condition quand même que le projet collectif soit plus fort que la somme des individus finalement qui composent. L'une des difficultés qu'on a avec le travail freelance, en gros, c'est que finalement on a beaucoup de difficultés à trouver un projet commun. Voilà, et je crois qu'on a un désir actuellement de vivre des aventures collectives, et le monde du travail, c'est un lieu d'aventure collective, et le mode freelance n'est pas forcément le mode le plus adapté pour vivre des aventures collectives. David, tu passes ta vie avec les DRH, c'est sympa comme job, DRH? Super. Ouais, ils sont Super. heureux? En tout cas, les DRH sont très souvent malheureux parce qu'ils ont des besoins de reconnaissance. Et très souvent, au sein d'un COMEX, ils ont 5 minutes à la fin du COMEX pour lancer un ou deux sujets. Ils aimeraient bien en avoir un petit peu plus. Toutefois, pendant la crise du Covid, on les a écoutés un petit peu plus. Un peu plus, oui. On les a écoutés parce que la santé mentale, c'est devenu un sujet important. Les questions d'attractivité, c'est devenu un sujet important. Donc en gros, ils sont contents quand on s'occupe d'eux et quand on s'intéresse à eux. Et ils chouinent un petit peu quand on s'occupe d'eux. Non, mais ils sont aidés parce que notre ex-ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est une ex-DRH. Elle avait aussi beaucoup de choses. Très bien. Édouard, pour la dernière question. Oui, vous indiquiez que vous faites partie des rares Français à accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Les grandes entreprises comme LVMH, ils sont accompagnés par qui? Ce sont des anglo-saxons principalement? Qui sont vos concurrents internationaux? Globalement, les seuls globaux, ce sont les Américains, d'accord, qui sont les seuls à avoir une... Encore eux. Voilà. En revanche, en local, on a des concurrents locaux en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, qui travaillent avec les filiales de ces grands groupes. Voilà. Et nous, notre ambition, c'est justement d'être le partenaire européen de ces leaders européens qui partent à la conquête du monde. Donc, on n'a pas vraiment de concurrents parce que peu de gens européens se sont aventurés justement à chercher à bâtir cet ancrage, assumer cet ancrage européen, cette culture européenne, ces valeurs européennes. L'Europe est très différente de beaucoup de régions du monde, et porter ces valeurs-là, ça a du sens aussi pour une entreprise. Donc c'est ça qu'on raconte à nos clients. Bon, voilà, il devait être brillant, il a été, et puis surtout, il faut soutenir cette jolie société, Human & Work. Merci David, on l'applaudit chaleureusement. Merci David.